Bonjour, je suis Sandrine Joisse, je suis médium et voici mon index ABC. Et c'est une messagère de l'invisible qu'on a le plaisir de recevoir sur le plateau de l'index ABC Talk. Elle se prénomme Sandrine donc. Bonjour Sandrine. Bonjour Marc. Merci d'être là, je suis content de vous recevoir et je suis toujours très impressionné quand on reçoit des médiums. Et la première chose, c'est que je me dis quand vous arrivez sur un plateau comme celui-ci, ça va, il n'y a pas trop de ressenti particulier, il y a de bonnes vibrations. Oui. Bon, c'est important. Est-ce que vous arrivez à couper pour ne pas être influencé? Oui. Oui. Heureusement. Heureusement. Heureusement, parce que sinon je serais vraiment embêtée. Bon. Alors, vous êtes médium, vous êtes aussi magnétiseuse, thérapeute, vous êtes conférencière, et vous avez une très belle phrase d'accroche qui dit ceci: messagère de l'invisible, nous ne sommes jamais seuls, mais aimés, protégés et accompagnés. Vous avez toujours eu cette conviction? Depuis longtemps, déjà dans ma jeunesse, j'avais déjà des perceptions, mais dans ma famille, on ne parlait absolument pas de tout ça. Et au fil de mes expériences, de ma vie, des rencontres que j'ai pu faire, etc., en effet, j'ai vu qu'on était... j'ai toujours en tout cas cru qu'il y avait quelque chose d'autre. Et j'ai toujours été aidée. Ça, c'est clair, guidée. Et je dis aimée parce qu'en effet, les choses se sont toujours bien configurées, même si au départ, ça partait très, très difficile. Voilà. Toute petite? Alors, pas toute petite. Enfin, toute petite, voilà, je suis issue d'une famille de 8 enfants. Mes parents avaient des revenus modestes. C'est une belle fratrie quand même. Voilà, une belle fratrie. Il y avait 4 aînés, 4 plus jeunes, et j'étais l'avant-dernière, et je suis l'avant-dernière toujours. Et j'ai toujours eu du mal à trouver ma place dans cette famille dès toute petite. Alors, je vais pas dire que la vie était difficile, parce qu'on a toujours eu ce qu'il fallait, etc. Mais à l'âge de 7 ans, je me souviens être allée voir dans le livret de famille si je faisais partie de cette famille. Ah oui, carrément. Ouais, et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. Ouais. Et donc, vous aviez ce doute permanent. Je n'arrivais pas à retrouver de ressemblance avec mes frères et sœurs. Je n'arrivais pas à trouver ma place. Ça a toujours été compliqué. Jusqu'à en parler à vos parents? Non. Non. Donc, vous gardez ce secret? Et vous ressentez, vous percevez? Oui. Même toute petite, je ressentais... j'avais beaucoup de mal à dormir. Je pleurais souvent la nuit. Parce que je sentais qu'on me caressait les cheveux, je sentais des présences, et j'allais souvent dormir dans le lit de ma petite sœur parce que j'avais peur, et je me cachais sous les draps très souvent. Donc vous aviez de la clairaudience, des perceptions? Non, là c'était des perceptions, je sentais qu'on me touchait, qu'on me caressait, je percevais des choses, mais pas la clairaudience ni la clairvoyance pour le moment en tout cas. Bon, vous grandissez avec ça, vous avez une adolescence? Une adolescence, comme tout adolescent, pas toujours simple, mais ma foi, ça s'est fait. Et vous vouliez être artiste? Oui, j'étais attirée beaucoup par la musique au départ, mais bon, je faisais un peu de guitare, mais pas plus que ça. Et puis aussi la peinture. Mais j'aurais bien voulu faire en effet une fac de musicologie ou choses comme ça. Ce que ne voulaient pas vos parents? Non, parce que voilà, on peut pas on n'a pas de salaire en étant et puis artiste, surtout... et puis il fallait sortir avec quand même quelque chose dans les mains. Oui, dire à ses parents qu'effectivement on veut être artiste, c'est pas toujours... C'est compliqué. Donc vous allez suivre un tout autre cursus, mais qui ressemble à ce que font vos frères et sœurs. Oui. J'ai fait alors comme je dis toujours, un choix par défaut, parce que finalement, en terminale, je m'étais inscrite nulle part. donc forcément, pas d'issue vraiment se présenter à moi. Et du coup, j'ai suivi ce qu'ont fait 2 de mes sœurs, c'est le cursus d'infirmière. Voilà. Mais par défaut, complètement par défaut. Alors ça, je suis toujours estomaqué de ça, en me disant, c'est fou qu'on choisisse un métier qui, par définition, est censé nous suivre de longues années, et c'est pas votre truc. Se rendre compte que c'est pas son truc. Ouais, c'est pas mon truc, mais j'y vais quand même. Et j'ai fait beaucoup d'expériences comme ça, moi, qui n'étaient pas mon truc. Qu'est-ce que vous a apporté ce métier d'infirmière qui aujourd'hui a encore une résonance? Parce qu'on l'a bien compris, vous avez décroché complètement et vous êtes dans votre activité de médium pur et de soins que vous apportez, on va y revenir. Mais qu'est-ce que le métier d'infirmière vous a apporté en valeur ajoutée? Alors, finalement, c'était pas... avec du recul, on sait bien que tout dans notre vie a un sens. Toutes les étapes de notre vie, finalement, quand on les met bout à bout, quand on regarde en arrière dans notre vie, on voit bien que tout notre parcours n'est pas là par hasard. Et finalement, cette expérience m'a permis d'être au contact de l'humain, de
de le suivre dans différentes étapes de sa vie. Moi, j'ai travaillé au départ au service des urgences et en réanimation. Et là, j'ai été témoin de leçons de vie mais énormes. J'ai appris beaucoup sur l'humain à tous les âges de la vie. Ça a été finalement une expérience difficile, lourde d'émotions aussi, mais qui m'a apprise énormément de choses et qui m'a fait aussi redescendre un petit peu parce que parfois j'étais quand même un petit peu rebelle aussi. Et ça m'a fait aussi réfléchir un petit peu sur devenir un petit peu plus tolérante aussi parfois et de respecter aussi davantage les gens, d'être à l'écoute aussi des gens. Dans ce métier-là, on apprend plein de choses qui sont importantes. C'est un métier difficile. Ouais, c'est un métier difficile. C'est un métier difficile. Est-ce que votre médiumnité est encore là à cette époque? Alors, à cette époque-là, j'étais plus dans la matière, on va dire. Hein. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose d'autre, parce qu'en même temps, après, j'ai été aussi infirmière, en soins à domicile. Et à l'époque, on faisait des toilettes mortuaires. Ça, vous allez en parler aussi parce que c'est vrai c'est intéressant. On se retrouvait parfois seul avec le défunt à faire la toilette. Et c'est vrai que à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que le corps n'était qu'un corps et que sans l'âme, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, hormis le véhicule. Alors, simplement. Un mot sur ces toilettes mortuaires, parce que je me dis que déjà ça, c'est une expérience qui doit être évidemment très enrichissante, troublante aussi parfois, difficile. Mais en tant que médium, vous aviez des perceptions? Non, à l'époque, j'avais pas de perception à l'époque. Non. C'est à partir de l'âge de 40 ans, après mon divorce, c'est là où tout s'est ouvert pour moi. Et surtout en 2012 où la clairaudience, elle m'est tombée dessus comme ça, quoi. C'est-à-dire que j'entendais, on me réveillait la nuit, va lire tel livre, Sandrine, comment tu vas? Et là, c'était trop. On me demandait toujours de prendre un crayon, un papier, d'écrire et on me transmettait tout ce qui se passe un petit peu aujourd'hui dans le monde, hein, plein de choses un petit peu catastrophiques. Que vous avez pu vérifier pour le coup? Oui, que j'ai pu vérifier pour le coup, mais qui à l'époque, forcément, je pensais que ça allait se produire assez rapidement et ça m'a fait très peur. Et c'était tellement envahissant qu'à un moment donné, tout s'est coupé. Et là, plus rien du tout. Pendant combien de temps? Pendant quelques mois, et puis c'est revenu tranquillement, doucement, autrement. Parce que vous étiez peut-être en mesure d'assumer et de comprendre. Oui, alors aussi peut-être parce que ça arrivait trop vite, à un moment où j'étais peut-être pas encore prête et d'une façon peut-être trop importante. Entre cette période-là et l'autre période où là, c'est arrivé plus tranquillement, j'ai reçu des initiations dans les rêves aussi. On m'a emmenée dans des ashrams hindouistes. À l'époque, je ne savais même pas ce que c'était qu'un ashram. Et, et on me parlait dans une langue, bon maintenant je sais que c'est le sanskrit, mais je ne comprenais absolument rien. Et on me disait, tais-toi et écoute. Voilà. Et ça, j'en ai fait beaucoup des rêves comme ça. Il y a même cette anecdote du calumet de la paix. Oui, alors j'ai commencé aussi à me mettre à la méditation à cette période-là, et donc je méditais tous les jours, et donc la clairaudience est revenue aussi justement grâce à la méditation. Et au cours d'une méditation, j'entends le rituel du calumet de la paix. Et là, je reviens à moi et je me dis, c'est quoi ce truc, ce calumet de la paix? Et quelque temps plus tard, un ami qui était dans le spirituel aussi à l'époque, qui était mes thérapeutes, me propose un voyage en terre amérindienne pour faire une quête de vision. Sans savoir que vous aviez eu cette perception du calumet de la paix. Exactement, ouais. Oui, complètement. Et à l'époque, voilà, j'étais infirmière dans une structure où je pouvais pas partir comme ça. Il fallait une autorisation et c'était pas facile. Mais je me dis, bon, je vais quand même aller demander l'autorisation, on verra bien. Et puis, je demande l'autorisation pour m'absenter pendant quand même 15 jours. Et on accepte. Voilà, tout se fait. Ça devait. Voilà, c'est que ça devait. Donc vous allez faire ce périple? Et donc, je suis partie exactement dans le Nevada avec une tribu d'Amérindiens faire une quête de vision. Ça doit être extraordinaire. Racontez-nous alors comment ça se passe, parce que vous arrivez là-bas, vous ne savez rien de ces gens, de cette tribu. Non. On est à plusieurs, hein, on est dans un groupe quand même encadré, parce qu'il y a tout un jeûne aussi qui est fait, puisque on doit être en jeûne hydrique et en jeûne alimentaire pour pouvoir aller faire cette quête de vision, en sachant que les hommes sont d'un côté et les femmes sont plutôt... Alors, les hommes sont plutôt dans la plaine et les femmes sont plutôt dans les montagnes. Et du coup, on doit revêtir une tenue
amérindienne et on nous accompagne chacun dans la montagne à un point bien spécifique, mais isolé des autres, avec tout un rituel, des pierres qu'on met autour de l'endroit où on va pouvoir dormir, en sachant que si on franchit ces pierres-là, il va falloir demander au grand esprit de nous protéger, mais qu'à l'intérieur de ce cercle, on est protégé et on va y rester 3 jours, 3 nuits seuls. Est-ce que vous vous sentez comme chez vous Eh bien, ou est-ce que vous vous dites à un moment donné, qu'est-ce que je fais là, quoi? Alors, je me suis pas dit: «Qu'est-ce que je fais là?» parce que c'est assez étrange, c'est qu'il y avait j'étais un peu conditionnée, enfin, en partant dans ce voyage et finalement, j'étais dans l'expérience, donc je n'avais pas peur, absolument pas peur. Alors que j'étais en pleine montagne avec des serpents qui pouvaient arriver, j'étais seule, isolée sur les hauteurs, et que je pouvais appeler, il y avait personne à côté et je suis restée quand même là à dormir, toute seule la nuit, juste sur une bâche avec, mon duvet et voilà, quoi. Combien de temps? 3 jours. Mmh. Avec un jeûne Ouais. total? Alors oui. Oui, oui. Et alors donc, perception? Perception, ouais, tout à fait, ouais, perception. Quel est le message? Alors, Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'expérience? alors moi, j'ai surtout des visions de biches, surtout, de biches, de la douceur, de ramener de la douceur dans ma vie. Bon après, on fait beaucoup de rêves, on dort beaucoup, enfin c'est assez particulier, mais c'est très, très, c'est une très belle expérience. Et qu'est-ce que vous en retenez alors de cette expérience? Qu'est-ce que j'en retiens? Ça m'a fait beaucoup travailler, au niveau émotionnel, sur, des histoires de mon passé, sur, voilà, il y a plein de choses qui sont remontées, beaucoup de prise de conscience. Alors là, je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est assez personnel, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir sur mes expériences antérieures et finalement sur mes peurs aussi, parce que là, je n'avais absolument pas peur. Et est-ce que ça vous conforte dans votre médiumnité? Ça a été un plus, ouais, ça a été un plus, ça s'est rajouté ça a été quelque chose de plus dans mes expériences. Oui, on va dire ça, c'est quelque chose qui s'est ajouté. Alors, j'imagine, le retour en France. Oui. Après avoir vécu une expérience comme celle-là, ça doit être, Difficile. j'imagine que la transition est rude quand même, non? Difficile, ouais. Difficile Parce que là, avec, non seulement vous rentrez en France, donc on change complètement de cadre et on est à l'opposé de tout, mais en plus de ça, s'ajoute le fait que vous retournez travailler en tant qu'infirmière. C'est assez lunaire quand même comme transition. Ouais, un décalage total. Mais à ce moment-là, j'étais quand même dans une démarche spirituelle, voilà, assez importante. J'ai fait aussi d'autres stages. Et du coup, bon, ça faisait partie de ma vie. Alors, je sais que j'arrivais à faire la part des choses entre mon travail, qui était plus dans la matière, et le reste. J'arrivais en sachant que je pouvais pas non plus parler vraiment de tout ça autour de moi comme ça. Bon, c'est pas si simple que ça. Mais j'avais aussi des personnes avec lesquelles je pouvais en échanger et ça m'a permis d'évoluer. Mais ça vous conforte dans l'idée de vous dire que cette médiumnité-là, il va falloir à un moment donné non seulement l'accueillir, l'admettre, l'apprivoiser et puis l'exploiter, si je puis dire? Oui, alors pour moi la médiumnité, finalement, au départ, si on m'avait dit: «Tu vas être médium dans 30 ans», on m'aurait dit: «Ça va pas, non?» Et finalement, au fil du temps, cette médiumnité, elle m'appelait et en même temps, j'avais qu'une envie, c'est d'y aller. Parce que ça m'appelait et c'est ce qui me faisait vibrer, c'est vraiment ce qui me plaisait. Et mon rêve, c'était vraiment la transmission de messages de défunts, mais voilà, j'en étais loin, j'en étais très, très loin. Mais je captais déjà des messages des guides spirituels, voilà. Et puis de fil en aiguille, finalement, c'est toutes les rencontres que j'ai pu faire, les opportunités, toutes les opportunités qui sont présentées à moi. Je dis toujours cette phrase-là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on nous tend une branche, c'est bien de la prendre. Pour moi, c'est une opportunité et une opportunité, il y a toujours un cadeau derrière. Donc à chaque fois, je me suis toujours dit, si on te tend quelque chose, prends-le. Et c'est toujours ce que j'ai fait finalement. Et à chaque fois, ça m'a fait rencontrer des personnes, ça m'a fait évoluer et ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Sauf que la médiumnité, avant de faire ce métier d'infirmière, on vous l'a tendu aussi et vous ne l'aviez pas saisi à l'époque. Non, je l'ai pas saisi à l'époque. J'étais encore trop. J'avais encore besoin d'expérience. J'avais encore besoin de travailler sur moi au travers de mon travail, au travers de mes relations aussi. Et c'est tout ça qui m'a amené à tout ça. Vous avez 4 enfants. Oui. On imagine que prendre des décisions comme ça, de quitter parfois des institutions comme le milieu médical, qui, même si effectivement c'est un milieu compliqué,
ça reste un milieu sécurisant. Oui. Professionnellement parlant. Ouais. Donc il faut switcher. Ouais. Bon bah là j'ai pas eu trop le choix, à vrai dire. On m'a mis, enfin, je veux dire que là-haut on m'a mis un coup de pied aux fesses, clairement. Mais oui, parce que ça faisait depuis longtemps que je cumulais déjà j'étais infirmière à l'hôpital, après en soins à domicile, ensuite dans l'éducation nationale. Donc j'ai fait j'ai évolué dans mon travail d'infirmière. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport... Oui, et qu'effectivement, la prise de décision qui consiste à dire qu'à oui, j'avais déjà ouvert un cabinet. J'avais déjà pu faire des études d'art thérapeute parce que j'avais besoin de légitimité, moi, pour m'installer. Et je me disais, tiens, moi qui aime peindre et tout, j'avais fait des ateliers avec des enfants et je me disais, ce serait peut-être bien d'allier l'art aux soins. Et du coup, on m'a, en canalisation, on m'a dit art thérapeute. À l'époque, je ne savais pas que ça existait. Je fais des recherches. Et là, en effet, le métier d'art thérapeute, c'est possible, mais il faut faire une formation, faut faire un diplôme universitaire en même temps que mon travail d'infirmière. Pareil, au moment où je téléphone pour me renseigner, c'était le moment des inscriptions. Il fallait demander un congé de formation. C'était le moment de demander des congés de formation. Et quand je vais voir mon chef d'établissement, il me dit, bah, écoutez, des dossiers comme le vôtre, j'en vois tous les jours, mais c'est rarement accepté. Et finalement, tout a été accepté. J'étais acceptée pour mon congé de formation, mais pour aussi l'école d'art-thérapie. Tout s'aligne. Et j'ai pu tout s'aligne. Voilà. À chaque fois, tout s'aligne. Et en même temps, on fait travailler ma force et mon courage parce qu'à ce moment-là, je dois cumuler à la fois mon emploi, partir une semaine sur Tours pour travailler mon DU, et puis faire des stages en parallèle sur Rennes. Donc, plus mes 4 enfants, et pour me montrer que finalement, malgré les adversités, malgré les barrières qui sont devant moi, tout se met en place. Et c'est là où je vois encore une fois que je suis guidée, aidée, aimée, protégée, parce que finalement, tout aboutit. C'est intéressant ce que vous avez dit, Sandrine, parce que vous avez besoin de validation. Oui. Et le fait qu'il y ait dans votre titre et dans votre fiche index le mot thérapeute, ça vous conforte? Oui, parce que pour moi, c'est important. On peut pas, pour moi, je dis bien, on peut pas être thérapeute comme ça fiche thérapeute sans avoir fait un travail déjà sur soi et sans aussi s'être formé. Parce que, déjà, en effet, mon travail d'infirmière m'a beaucoup aidé dans l'écoute, la relation d'aide, l'accueil des personnes, etc. Ça a été très, très formateur pour moi. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Il y avait l'aspect psychologique, etc. Et l'art-thérapie m'a permis d'aller, un peu plus vers ça. Ça m'a surtout donné la légitimité aussi d'ouvrir mon cabinet et après d'y faire entrer les soins de magnétisme et ensuite la médiumnité. Mais moi, je me voyais pas m'afficher tout de suite médium. C'était un petit peu compliqué pour moi. Pourquoi est-ce que vous aviez autant de mal à l'assumer, ce titre de médium? Juste plus peut-être par rapport à l'institution dans laquelle je travaillais. Et au qu'en dira-t-on? Les qu'en dira-t-on, à la limite, ça me dérangeait moins, mais c'était plus par rapport à l'institution où je pense, pour moi, j'étais pas prête à la quitter parce que j'avais encore mes 4 enfants et financièrement, il fallait aussi que bien sûr, assumer, bien sûr. Il fallait que j'assume et je me dis, on m'a offert la possibilité de cumuler les deux à un moment donné parce que l'institution m'a quand même permis de le faire. Donc ça m'a permis déjà de commencer à faire grandir mon cabinet, à évoluer. Puis moi aussi, au travers de cette activité d'art thérapeute et de commencer des soins énergétiques, ça m'a aussi formée, parce qu'on est tout le temps, on est en perpétuelle formation dans notre activité. Et donc tout ça, ça m'a permis de aussi, avoir de meilleures bases pour le reste derrière. J'ai l'impression que vous êtes une sorte de couteau suisse quand même, c'est-à-dire que vous avez, au travers de votre palette qui permet justement d'accompagner, pas mal de possibilités. Thérapeute, art-thérapie, le magnétisme également, et puis cette médiumnité. Ouais. Mais aujourd'hui, on vient plus vous voir pour la médiumnité. On vient plus me voir pour la médiumnité. Ouais. Quand je vous dis qu'on m'a poussé, que là-haut on m'a poussé parce que j'avais du mal à me libérer de mon activité principale. Après, mes enfants étant plus grands, je pouvais le faire, mais j'étais encore dans la peur. Et du coup, mon activité de cabinet se développait, mais pour moi, pas suffisamment pour pouvoir en vivre. Et donc, je lâchais pas. Et comme je ne lâchais pas, en effet, ça pouvait pas se développer. Je pouvais pas faire 2 activités et prendre soin des gens alors que j'étais déjà prise sur une autre activité. Ça, je l'avais pas compris à ce moment-là. Et puis, avant que les choses se fassent, que je m'installe complètement médium, j'avais fait un rêve où on m'avait dit c'est bien là, mais tu n'as pas fait le grand saut.
Et je me suis réveillée que ça le matin. Et bon, le Covid arrivant, etc., voilà, j'ai fait un choix. J'avais pas trop le choix, à vrai dire. Oui, j'avais un choix, mais bon, qui n'était pas si simple que ça à faire. Mais j'ai saisi l'opportunité de m'écouter, d'écouter mes valeurs, de me respecter, d'apprendre à me respecter, et du coup, d'arrêter cette activité d'infirmière et de m'installer complètement dans mon activité Donc de faire le grand saut. Ouais, de faire le grand saut. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps? Et là, ça fait que je suis complètement dans mon activité, donc ça date depuis 2021. Et vous regrettez rien pour le coup? Absolument pas. C'est absolument pas franc et direct. Hein. Oui, en sachant que dans cette période, eh bien au départ, j'ai quand même perdu mon activité principale. Bien sûr. Là, je me retrouve quand même dans une situation un peu précaire, avec seule, parce que le choix que j'ai fait a fait qu'en effet, je me suis trouvée isolée. Autant de mes proches que de mes enfants aussi, où ça n'a pas toujours été compris, en tout cas, mon choix. Et c'est là aussi, encore une fois, où j'ai vu qu'on était vraiment guidés, soutenus. On m'avait enlevé encore une fois les peurs. J'avais plus de sentiment de peur. Et tout s'est imbriqué. Toutes les choses se sont mises en place. Mon activité s'est déployée. J'ai reçu des cadeaux, mais extraordinaires, de personnes que j'ai pu croiser. Des belles rencontres. Oui. Qui ont jalonné votre parcours et qui ont permis justement de construire et de faire la personne que vous êtes aujourd'hui. Oui. Tout ce que vous percevez se perçoit dans les rêves? Alors, beaucoup dans les rêves, mais sinon, on me parle. Bien sûr. Voilà, on me parle. Moi, c'est surtout, alors, j'ai la clairvoyance, j'ai la clairaudience, j'ai le clair-ressenti. Ça a commencé par la clairaudience. C'est mon canal de prédilection, mais la clairvoyance est vraiment là aussi. Et les clairs-ressentis sont toujours là, voilà. Mais c'est vraiment, je les entends. J'entends, voilà. Surtout, et je vois. Au départ, j'avais pas la clairvoyance. J'étais frustrée avec ça. Et puis, en même temps, je me dis, bon, de toute façon, c'est comme ça, laisse. De toute façon, c'est pas toi qui décides, tu feras pas de formation pour ça, c'est pas comme ça que ça marche. C'est là-haut, on t'ouvre ou pas. Quand tu es prête ou pas, voilà, c'est comme ça. C'est pas toi qui décides. Et finalement, ça s'est mis en place tout seul, dans la continuité. Aujourd'hui, vous faites aussi des conférences. Oui, je fais des conférences médiumniques. Des conférences médiumniques. Oui, des associations m'appellent pour intervenir, Et ça, c'est tout récent. Ça fait 1 an et demi là que c'est en place. Et là, déjà 2025 est complet. Lorsque vous faites ces médiumnités, vous avez des supports? Alors là, pour le moment, oui, je demande toujours un support photo pour être vraiment en lien avec l'énergie de la personne. Après, quand je suis à mon cabinet, que je reçois des personnes, il m'arrive que même pendant une séance de soins ou une séance de guidance, un défunt arrive et je le vois. Mais en salle, j'ai pas encore réussi, moi, en tout cas, à lâcher suffisamment pour y accéder. J'ai encore des craintes, voilà. Parce que je suis... Encore aujourd'hui, vous avez des doutes et des... C'est toujours... j'ai tellement l'envie de faire le bien, en tout cas d'être juste dans ce que je transmets, que je préfère partir sur des supports pour le moment et j'espère à un moment donné lâcher parce que c'est tellement encore mieux sans support, parce que je l'expérimente dans mon cabinet. Que voilà, quand ce sera en salle comme ça, ce sera encore plus agréable. Qu'est-ce qu'une bonne médium pour vous? Une bonne médium, c'est une bonne question. Alors déjà, être médium, il ne faut pas oublier qu'on est juste un intermédiaire entre le visible et l'invisible. Que ça ne vient pas de nous, ça nous est juste transmis, on a juste à transmettre ce qui nous est donné. Donc j'aime bien rester moi à cette petite place-là. Je suis au service de mes guides, voilà. Une bonne médium, elle se doit être dans le respect de la personne, surtout ne rien demander à la personne qui vient consulter. Moi, je demande absolument rien au consultant sur le défunt. Posez jamais de questions. Je pose absolument aucune question puisque le défunt, je lui demande de venir se présenter avant et qu'il me donne des informations suffisamment précises pour que la personne qui vient puisse le reconnaître. La précision, elle va jusqu'où? Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un détail, oui, non, mais je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Oui, volontiers. Parce que j'ai eu une médiumnité dernièrement d'une maman qui attendait des triplettes et qui a perdu 2 de ses bébés dans son ventre. Et donc, elle a accouché prématurément, donc de ses 3 petites.
Et donc, elle vient pour ces 2 petites qui sont parties de l'autre côté, qu'elle n'a pas connues de leur vivant, mais qui sont quand même venues au monde décédées. Donc là, je me dis comment elles vont se présenter, parce que la maman les a jamais vues, ne connaît pas leur tempérament, etc. Qu'est-ce qu'elles vont pouvoir bien donner comme... Est-ce qu'elle avait donné, cette maman, des prénoms? Donc, elle avait donné des prénoms, bien sûr, aux petites. Et donc je me mets en contact avec ces petites. Et donc, les petites arrivent très pipelettes. Donc, je dis à la maman, c'est marrant, vos petites, elles sont collées l'une à l'autre. Et elles sont très pipelettes. Et elles se donnent la main. Et là, la maman, elle s'effondre. Et elle me dit, c'est incroyable, parce qu'elle me dit, quand elles sont sorties de mon ventre, elles se tenaient la main. Wow. Et quand on a fait la crémation, il voulait les séparer, mais je n'ai pas voulu, et elles se tenaient la main. Voilà. Ensuite, les petites, donc la maman, je dis, c'est marrant, je vois votre mari préparer des choses en bois. Elle me dit, oui, il prépare des tables pour le baptême. Et les petites m'amènent le matin même, elles me montrent que le matin même, sans que la maman me parle du baptême encore, elles me disent le matin même, papa et maman étaient dans une bijouterie et avaient du mal à choisir entre 2 médaillons. Et sur un médaillon, il y avait le prénom de la petite qui est vivante, et sur l'autre, il y avait le prénom de la petite vivante et 2 petites étoiles, mais ils savaient pas trop est-ce que je considère ou pas. Et du coup, je dis à la maman, ce matin, apparemment, vous êtes allée dans une bijouterie avec votre mari. Elle me dit, bah oui. Et là, elle s'effondre encore. Et je dis, vous avez hésité apparemment entre 2 médaillons. Et elle me dit, oui. Et elle me parle de ces fameux 2 médaillons. Donc, les petites ont vraiment ça a été une séance extraordinaire. C'est que là, elles ont donné à la maman plein de signes. Elles ont parlé du papa qui avait mal au bout des doigts. Donc, c'est drôle, elles me disent que votre mari a mal au bout des doigts. Elle me dit oui. Je dis, je sais pas quel métier il fait, mais apparemment, il va changer de métier. Elle me dit, il est carreleur, il a très mal au bout des doigts et en effet, il veut changer de travail. Wow, c'est très précis donc, tout ça. Voilà, là, on était vraiment sur des signes très précis. Après, elles m'ont emmenée dans la chambre de la maman. Elles m'ont décrit la couleur de la couette du lit. Enfin, elles m'ont montré les bacs de poissons dans la maison. Enfin, elles m'ont donné plein d'informations très précises. Et c'était un très beau moment. Ça, c'est magnifique, hein. C'est puissant. Hein. C'était touchant, très touchant. Ouais, clairement, et c'est réconfortant aussi, évidemment. Autant je me souviens pas de toutes les médiumnités parce que quand ça passe, après on oublie. Heureusement, parce que mais là, quand on a vraiment des situations comme ça. Et alors, quand vous percevez, c'est aussi clair que ça, aussi limpide que ça? Oui. Sauf parfois, dans certains cas, en effet, on peut avoir le défunt qui n'a pas vraiment envie de s'exprimer, qui est là, mais souvent c'est relié à la personne aussi qui vient consulter. Si la personne est déjà a peut-être de la colère au fond d'elle ou des réticences, ça peut bloquer l'information finalement. Quand vous avez, pour le cas de ces 2 petites, des précisions et des situations aussi claires que ça, vous ne pouvez plus être dans le doute. Non, je ne suis plus dans le doute, moi, du tout. Ah non. Là, j'ai la foi, vous avez, bien sûr. Non, bien sûr. Ouais, complètement. Ça conforte quand même. J'ai eu d'autres situations incroyables. On va en parler d'autres. Oui, vous avez un autre exemple? Oui, une famille qui était venue pour leur fils qui est décédé dans un accident et le papa était réticent parce que il n'était pas prêt et finalement il devait venir quand même parce que le fils le réclamait. Donc le papa est venu avec sa femme et leur fille. Comment il sait que son fils le réclame? C'est moi qui lui dis. Il attend dehors et c'est moi qui lui demande s'il veut bien venir. Parce que son fils veut qu'il soit présent. Et là, le fils commence par donner des informations sur ce qui s'est passé la veille, c'est-à-dire qu'il me montrait la maman en train de faire des travaux dans une pièce. Donc, je dis à la maman, vous êtes avec un chiffon dans une pièce, vous faites des travaux. Elle me dit, oui, je suis en train de faire des travaux dans une chambre. Et je dis là, votre fils me montre qu'il y avait un pot de peinture au sol et quelqu'un s'est pris les pieds dedans, le pot de peinture est tombé et la fille qui était là s'est mise à rigoler. Elle dit, c'est moi, je me suis prise les pieds dans le pot de peinture et il est tombé par terre. Voilà. Donc le papa, ne pouvait que croire. Je n'avais pas les informations avant. Donc il repart convaincu? Oui, il a eu d'autres messages plus personnels qui, oui. Ça, alors il y a évidemment sans doute, j'imagine, beaucoup d'autres histoires de ce genre, mais
Et sans doute, c'est les deux qui vous ont profondément marqué? Oui, parce que là, il y a encore d'autres détails derrière qui étaient hyper flagrants. Enfin, en tout cas, parlant pour le papa, ça c'est clair. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous apporte aujourd'hui votre fonction de médium? Ce que ça m'apporte, bon, déjà beaucoup de bonheur parce que moi j'adore faire ça. J'adore. Même si ça prend beaucoup d'énergie, quand même s'il faut faire attention à soi, parce qu'il faut beaucoup de repos aussi, il faut faire attention. Ça se fait pas comme ça. Mais de pouvoir aider des personnes, de leur apporter de la paix dans leur vie, un petit peu de soulagement, de leur montrer aussi que la vie, elle continue autrement, ailleurs. Et enfin, c'est énorme. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Et en fait, on peut se rendre compte aussi, si on fait un trait d'union ou un pont entre votre activité première partie de vie en tant qu'infirmière, vous étiez dans cet accompagnement, dans cette aide aussi. Aussi. Oui, ouais, complètement. En fait, vous n'avez jamais changé. Finalement, vous avez légèrement bifurqué, on va dire, voilà, mais l'aide, l'accompagnement, le fait d'être proche des gens, de soutenir les gens, de les accompagner, quelle que soit la situation dans laquelle ils se retrouvent, c'est ça aussi, être médium. Et c'est vrai que oui, le métier d'infirmière m'a amené aussi à aller voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'humain, le côté de l'humanité, ça c'est important. Et je sais que j'ai eu des expériences douloureuses aux urgences, dans des situations de extrême urgence, où là on est seul dans un sas à s'occuper d'une personne gravement accidentée. Et j'ai vécu des choses hyper difficiles émotionnellement, des échanges avec des personnes qui étaient presque parties de l'autre côté, mais où s'est passé des échanges qui sont hyper marquants. Est-ce que vous l'avez mis ça au service de la médecine? Alors oui, ça n'a pas été très très bien reçu. Perçu, j'imagine. On m'a même dit une fois, il faut pas être humain pour faire ce métier. Oui. Une personne m'a dit. Donc là, ça me parlait plus, en effet. Mais là, ça on sait aussi que dans certains services, parfois, auprès des comateux, il y a des médiums. Oui. Qui viennent et qui sont là pour effectivement essayer de comprendre la situation ou d'expliquer la situation. Si le médecin est déjà ouvert et prêt à ça, oui. Après, on voit bien il y a des choses qui bougent et qu'on fait aussi intervenir des barreurs de feu, voilà, dans les hôpitaux, etc. Et ça bouge, mais c'est pas encore. Quand il y a une transition de vie comme vous venez de la vivre, je me pose toujours la question de savoir si vos anciens collègues savent que vous faites aujourd'hui. Oui, oui. et comment ils perçoivent le truc en se disant voilà, Sandrine elle est partie dans d'autres sphères. Oui, alors je peux pas vous dire parce que j'ai pas vraiment gardé de lien avec. En tout cas, je sais que c'est pas quelque chose dont on peut parler comme ça. Je vois bien que c'est encore compliqué, mais que ce soit mes collègues ou dans mon environnement proche, c'est pas simple. Moi, je m'affiche complètement comme ça. Alors là aujourd'hui encore plus. Mais oui, complètement. Et donc, ça fait partie de mon travail aussi, de me montrer telle que je suis aujourd'hui. Et c'est ma vie, c'est comme ça. Et on me prend comme je suis. Est-ce que vous n'avez pas de réticence ou d'appréhension, je veux dire, sur le fait que vous avez eu dans votre vie, à un moment donné, une coupure par rapport à cette médiumnité, où il n'y avait plus rien. Vous n'avez pas cette appréhension-là, à nouveau? Non, j'ai plus cette appréhension-là. Après, bon, je sais que si on va je sais que rien n'est acquis. Je sais que si je suis pas sur ma ligne de conduite, je suis pas là où il faut au niveau des valeurs, c'est clair, on peut tout me couper. Là, c'est pas moi qui décide, là-haut. Donc, si je suis alignée, si je reste dans la bienveillance, la tolérance, le non-jugement, le respect, etc., c'est clair que là, ça va aller. Mais si je dévie, en effet, je sais ce qui peut m'arriver. Oui, on va vous le faire savoir. Oui, mais oui, tant mieux. Parce que bien sûr. Voilà. Vous avez parlé de vos guides. Moi, je suis toujours fasciné. Vous les connaissez aujourd'hui? Je sais que j'ai mes guides parce qu'ils me parlent. Après, ils n'ont pas de prénom. Ils n'ont pas de prénom particulier. En sachant que, on me demande toujours quels sont les prénoms de mon guide. Alors, une fois, je dis à la personne, écoutez, on va leur demander. Et ils m'ont répondu, elle peut nous donner le prénom qu'elle veut. De l'autre côté, on n'a pas de prénom. Donc, voilà. Alors ça, c'est fou parce que on entend parfois l'inverse. Mais oui, je sais bien. Il y a des tas de gens qui disent, ouais, mon guide s'appelle un, je sais comment il est, je sais même à quoi il ressemble. On peut les voir. On peut les voir. Et vous l'avez jamais vu?
Oui, je les ai déjà vus, mais maintenant, je m'arrête même plus à ça. Je sais qu'ils sont là, ils me parlent. Voilà. Vous êtes heureuse Oui. de faire ce que vous faites? Oui. Je suis surtout à ma place. Et ça fait du bien. Parfois, vous vous dites, ça aurait pu venir un peu avant, c'était peut-être pas si mal, non? Après, moi, je Mais vous me dis étiez toujours, peut-être parfaite. tout est parfait, tout est juste. ouais. Et si c'est arrivé à ce moment-là, c'est que c'était à ce moment-là. J'avais encore des choses à travailler sur moi. Il fallait que je passe par des étapes avant d'en arriver là. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez? Avoir évidemment cette visibilité supplémentaire avec votre cabinet. Vous consultez aussi en visio? Oui, en visio, sur WhatsApp, au téléphone ou en présentiel. Et en conférence? Et en conférence. C'est un exercice que vous aimez, ça? Oui. Mais qui, voilà, c'est un exercice qui demande beaucoup de lâcher prise. Donc ça me fait beaucoup travailler. C'est sans filet, ça, hein? Ah, c'est sans filet, ouais. Ouais. Mais c'est là où c'est extraordinaire parce que ça nous fait beaucoup travailler sur nous. Et puis à partir du moment où on a la foi et la confiance, ils sont là. Ils sont là. Et jamais avoir de doute. Parce que franchement, même si au départ, on est devant les photos et on n'entend rien, on ne voit rien, et on a tout le monde qui attend devant nous, et c'est déstabilisant et une pression, mais si on stresse et si comment dire, on est dans le doute, ça va pas le faire et on le sait, donc du coup, on a tout intérêt à lâcher prise, à faire confiance, et voilà. C'est un beau message d'espoir, en tout cas. Et on sent bien aujourd'hui que vous êtes bien aligné avec vos convictions, vos ressentis, vos perceptions, ce que vous avez envie de transmettre aussi. Et je pense que c'est ça l'essentiel du message à faire passer. Voilà, c'est ça. Merci infiniment. Merci. Sandrine, merci beaucoup. On va mettre autour de la vidéo, comme tous ceux et celles qui viennent s'installer sur le canapé de l'Index, les liens qui vous permettront de rentrer en contact avec vous. Vous êtes dans quelle région? À Landavran, à côté de Vitré, donc entre Rennes et Laval. Entre Rennes et Laval, dans la Bretagne. Voilà. Donc si vous tapez Bretagne, vous devez être référencé. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez évidemment envie de réconfort, parce que c'est peut-être ça votre métier premier. Oui. Apporter du réconfort. Oui. Et transmettre. Et transmettre. Et transmettre. Eh bien, à prendre contact avec Sandrine Jouas. Merci à tous. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.